Bonjour à tous. Alors, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous attaquons donc cette 5e semaine, si je ne m'abuse, de confinement. J'en perds le fil à force. Bon, en tout cas, on est que le 20 avril. Hein. On en a encore jusqu'au 11 mai minimum. Voilà, bon, on n'en sait pas plus aujourd'hui qu'hier. Comment on va faire, ce qu'on va pouvoir faire ou pas après, mais bon, on verra bien. Hein. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est donc de se concentrer sur ce que l'on peut mettre en place, qui peut vous servir finalement en permanence, pas juste là, ponctuellement pendant ce confinement, mais finalement, et c'est tout l'intérêt de la sophrologie, comme je vous l'ai déjà exprimé, c'est qu'une fois que vous avez suivi un accompagnement complet de sophrologie, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les compréhensions, toutes les avancées, tous les choix que vous faites et toutes les compréhensions que vous avez entre comment votre corps s'exprime par rapport à ce que vous ressentez là dans l'accompagnement à un instant T par rapport à un objectif, mais qui sera finalement valable tout au long de votre vie dès que vous rencontrerez des situations qui vous demanderont de prendre un petit peu de recul, de se demander ce qui se passe, que ça vient chercher, pourquoi, et qu'est-ce que je vais en faire, et comment je réagis, comment je décide de le vivre, et ce que je vais en faire. D'où tout le propos où souvent des gens me disent ça a l'air génial, j'aime bien ce que tu nous proposes, mais finalement je trouve que ça ressemble à de l'hypnose. Alors oui, ça va ressembler à l'hypnose, certains exercices, puisque en effet, Alphonse Caicedo, qui a créé cette méthode de sophrologie, s'est inspiré d'énormément de courants. Donc tous les gens qui me disent, ça me fait penser à l'hypnose, ça me fait penser au yoga, je trouve que c'est comme de la méditation. Oui, tout le monde a raison en fait. Vous avez tous raison. La sophrologie est en fait un espèce de condensé de plein de méthodes psychiatriques, psychologiques, techniques. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a des courants occidentaux et orientaux dans la sophrologie, puisqu'il a essayé de masteriser à travers toutes ces pratiques, à travers tous les courants de pensée de Freud à Schulz, à la méthode Coué, qui est donc cette méthode de pensée positive, à la pensée phénoménologique aussi. Alors, je ne prétends pas connaître tous ces courants de pensée par cœur, j'en ai entendu parler, je me documente, j'essaye de lire un maximum, mais je suis loin de là d'être une experte dans chacune de ces méthodologies. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, avec la sophrologie, on va intégrer plein de façons d'approcher des problématiques, des causalités, des ressentis que le docteur neuropsychiatre Caicedo a trouvé qu'il était important de réunir de façon à compléter sa pratique médicale pour donner de l'autonomie à ses patients. Donc toute la base était très médicalisée, on va dire. C'est pour ça qu'au départ, c'était un plus, une méthode que les médecins apprenaient en complément de leur pratique pour aider au mieux leurs patients, leur redonner de l'autonomie, mieux comprendre leurs symptômes et ce qui se passait en eux pour pouvoir rendre les méthodes médicales plus efficaces, plus adaptées et donner de l'autonomie à la personne qui venait en consultation ou qui avait besoin d'être hospitalisée, etc. La différence, c'est donc ça, c'est le fait d'avoir pris des petits bouts. Alors là où je vous rejoins, par exemple, côté oriental, on va donc avoir du yoga indien, ce qui est quand même particulier, c'est-à-dire c'est vraiment des pratiques à un moment précis, des postures ou des ressentis à travers des exercices qu'il va essayer de mettre en pratique. Le bouddhisme tibétain et le zen japonais. Le zen japonais par rapport aux postures assises, par rapport au point sous le ventre avec la main dessus, que l'on a déjà pratiqué dans des exercices dans d'autres vidéos. Il va y avoir comme ça des postures et des positions qui sont liées à ces pratiques-là,
qui ont leur propre façon d'accéder donc, au bien-être, à la relaxation et à ce qu'elles proposent. Ce qui va être intéressant pour nous, à travers ces pratiques par exemple, et ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu l'occasion d'entendre Hermès Garanger, qui est lama. Elle a écrit un livre, c'est la plus jeune lama, elle a été lama à 19 ans, après avoir fait les 3 ans, 3 mois et 3 jours, si je ne me trompe, de retraite bouddhiste tibétaine. Elle est productrice de télévision aussi et auteure. Et elle a décrit lors du salon professionnel de Bordeaux en février 2020 ce qu'est la méditation pour les moines tibétains, pour les bouddhistes tibétains. Et ça m'a frappé en fait de résonance et avec la façon dont on approche chaque particularité, comme la confiance en soi, l'amour, la bienveillance, le non-jugement. En fait, on se rend compte en effet de ce que Caicedo a alors pris serait un petit peu bizarre comme mot, mais en tout cas gardé de ces pratiques et de ces concepts, en particulier par exemple du bouddhisme tibétain. Ce qu'elle a notamment évoqué, qui était très intéressant, c'est la façon dont il médite. Alors, je m'excuse si les propos ne sont pas exacts, je n'ai pas écrit ou enregistré ces propos, mais voilà en tout cas ce que moi j'en ai retenu, c'est que quand il médite, par exemple, sur une valeur, sur une idée, que ce soit l'amour en général, l'amour entre les hommes, l'amour qui se répand, ou justement la bienveillance, le non-jugement, c'est où est-ce que moi je me situe par rapport à ça, qu'est-ce que ça exprime pour moi, comment je le ressens, et comment je vais pouvoir l'amplifier à travers cette pensée et ce détachement pour que ça puisse s'élargir au maximum et faire que finalement ça fasse tellement partie intégrante de moi et que ça ne s'arrête pas à moi mais à tout l'environnement dans lequel je vais circuler pour le partager, mais pas forcément en parole, mais plus parce que je le ressens tellement, j'ai tellement, on va dire, masterisé l'idée, j'y ai tellement réfléchi, tout ce que ça représente, tout l'impact que ça va avoir sur ma vie, sur la vie des autres et comment je veux l'exprimer et le vivre, que finalement c'est quelque chose que le cerveau va avoir complètement intégré et n'a plus besoin de réfléchir, un petit peu comme quand on apprend à faire du vélo finalement. On apprend une façon de penser par rapport à l'équilibre, on le ressent, on le met en exercice, on tombe, on remonte, on recommence. C'est pour ça que la méditation va être un exercice que l'on recommence en permanence, et c'est pas parce qu'on a pensé ou qu'on a médité sur un sujet particulier qu'on va s'arrêter. Et en fait, c'est cette pratique qui permet petit à petit de se détacher de la pensée, comme quand vous apprenez à conduire. Au début, on est super stressé, on ne sait pas trop ce qu'on fait, ça va être compliqué. Et puis finalement, à un moment ou à un autre, ça devient des automatismes. On ne réfléchit plus, par contre, on continue à prendre en compte l'environnement, on regarde, on fait attention. En vélo, petit à petit, notre corps a compris, il met en synchro la stabilité et l'action sur les pédales, et on est de plus en plus à l'aise, et ça fait partie intégrante de nous. C'est exactement cette idée-là, que petit à petit, toutes ces pratiques, toutes ces pensées deviennent tellement intégrées en nous que l'on n'y réfléchit plus, dans le sens vraiment mentalisé à chaque fois que ça se passe, et que ça permet d'avancer, de passer des stades et d'avancer vers ce que l'on recherche, c'est-à-dire être plus confiant pour ceux qui pourraient éventuellement avoir besoin de cette notion-là, être plus détendu, ne pas toujours survivre chaque événement ou trop le vivre, ne pas gérer ses émotions parce qu'on est vite bousculé. Voilà, mettre les choses finalement à plat à travers chaque étape, chaque séance du suivi de sophrologie, qui à chaque fois va avoir une intention précise, qui est tout l'intérêt de cette intention relié aussi à l'idée que quand il médite, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il y a une idée, un concept, quelque chose sur lequel il s'appuie. Ce n'est pas une méditation juste de relaxation, on va dire, où on se met en posture et on essaye de faire le vide, comme souvent c'est suggéré. Mais là, en tout cas, dans ce bouddhisme tibétain, il y a vraiment cette idée de recherche. Ça va être toute l'idée qu'en sophrologie, on a donc cette intention de séance qui est aussi avec un objectif général du suivi du parcours et qu'à chaque séance, il y a un objectif. On ne pratique pas juste pour pratiquer, c'est pas juste un sport pour entraîner un muscle en particulier.
Et c'est pour ça qu'il y a cette liaison, s'il vous plaît, excusez-moi, du corps et de l'esprit quand on pratique. Alors oui, peut-être ce côté spirituel qui a l'air de ressortir pour certaines personnes. En effet, il va y avoir une idée que on associe une idée quand même intellectuelle, spirituelle si vous voulez, psychologique, mais qui vous appartient. À aucun moment, le sophrologue ne va vous imposer, en tout cas pour ma pratique, l'idée de penser. Le parcours est défini en fonction de votre objectif. Je le partage avec vous. J'utilise vos mots, ce qu'on appelle le ternos logos, vraiment votre vocabulaire, ce qu'il vous parle à vous, vos expériences, et c'est l'association de tout ça qui permet de faire ce parcours complètement personnalisé pour chacun d'entre vous. Je regardais juste mes notes. Avant de passer à la pratique des 2 exercices que je vous ai prévus pour aujourd'hui, pour mettre en pratique un petit peu toutes ces idées, je voulais juste conclure ce petit propos pour vous dire que pour moi, toute l'association en fait de ces pratiques psychologiques, en passant de l'hypnose à Freud, à la méthode Coué, à la relaxation progressive de Schulz, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les citer, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire un cours sur la sophrologie. En fait, elle montre la complémentarité de la pratique de la sophrologie avec toutes les méthodes, tous les exercices, tout avec quoi elle peut s'associer, que ce soit médical ou des disciplines de bien-être. C'est tout l'intérêt. Parce que bien évidemment, quand vous allez pratiquer du yoga, de la méditation, d'autres pratiques, même si vous allez voir un ostéopathe et qui déplace des choses en vous, ça va quand même réveiller en général ou de la fatigue, ou parfois ça éveille de la tristesse. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Parce que ça débloque des choses et que du coup, il y a des émotions qui remontent. Alors oui, je suis ultra sensible, je vous le confirme. Mais malgré tout, voilà, il y a des choses qui bougent et qui se passent. On pourra échanger sur ce genre de ressenti dans une autre vidéo. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Et en fait, c'est l'intérêt de la sophrologie, va être de pouvoir aussi intégrer ce qui se passe en nous à d'autres moments, lors d'autres pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette sophrologie associée à d'autres disciplines va permettre d'avoir une action dans énormément de cas, on va dire, de notre vie. Que ce soit dans l'amélioration du quotidien, et c'est la plupart du temps de ce que vous entendez, et en tout cas de ce qu'on peut partager en vidéo. Pour ma part, je trouve le plus facile d'accéder en tout cas, c'est cette partie d'amélioration du quotidien, où en effet c'est gérer du stress, gérer des émotions, se reconnecter à soi, se détendre, retrouver du sommeil, qui sera d'ailleurs notre propos de mercredi. C'est la plus simple et celle qu'on peut en tout cas partager ou que vous pouvez pratiquer un petit peu plus chez vous. Après, il y a la préparation mentale qui est vraiment optimiser son potentiel pour pouvoir faire face à un événement, passer un examen, faire une présentation à l'oral si on n'est pas à l'aise avec ça. Pour un sportif, se préparer mentalement à un événement pour être plus performant, il va y avoir plein de cas dans lesquels on va pouvoir booster le mental et le physique ensemble. Il y a bien évidemment l'accompagnement d'un traitement médical, auquel cas ça ne se substitue en aucun cas au traitement médical, bien évidemment. L'idée est juste de rendre plus d'autonomie. Et là, on va rentrer dans des notions de féminologie. Il y a d'autres courants qui sont autour de ce principe-là, que plus on est acteur dans son parcours médical, plus on le prend en compte, plus on va le comprendre et pouvoir s'exprimer sur ce que l'on ressent aux différentes étapes d'un parcours médical, plus potentiellement il peut mieux se passer pour vous. Donc c'est l'accompagnement de la douleur, gérer la douleur, qui peut être des fois un petit peu fatigante, qui utilise beaucoup d'espace dans le mental.
ça va être de participer aussi activement à son rétablissement, de garder un esprit positif. Enfin, voilà, il y aura plein de choses autour de cet accompagnement du traitement médical, bien évidemment pour les femmes enceintes aussi, ça peut avoir un intérêt, on va lâcher aussi des choses, ou on va mettre en place pour l'après, ça dépend à quel niveau se situe le stress, ce que vous vivez, ce que vous ressentez et pourquoi on le fait à ce moment-là. Comme c'est individuel, forcément, c'est un peu compliqué de vous décrire tous les cas ou toutes les possibilités, mais c'est assez vaste. Après, et le dernier groupe, je vais dire, dans lequel on pratique, ça va être l'accompagnement de comportements pathologiques, donc notamment les pulsions alimentaires, la cigarette, des peurs ou des phobies, l'avion, les araignées, le peur de sortir de chez soi, voilà, plein de choses, auquel cas on travaille en général en complémentarité d'un suivi psychologique, en tout cas pour ce côté-là, ou si ce n'est pas le cas, en fonction du degré d'importance de la pathologie, on va suggérer en tout cas qu'il y ait aussi un accompagnement psychologique et même voir si c'est vraiment des cas sévères et que la personne est peut-être un peu réticente parce qu'elle n'adhère pas au côté suivi psychologique. On peut même être amené à refuser un suivi si vraiment on pense que pour la personne c'est mieux et plus bénéfique d'avoir quand même. Donc il y a une grande responsabilité quand même dans l'accueil des gens. On ne va pas vous refuser l'accueil absolument, mais il y a des cas dans lesquels il faut quand même être très vigilant. Voilà pourquoi et comment la sophrologie peut, à travers tout ce qu'elle a intégré dans ses pratiques, tout ce que Alfonso Caicedo a mis en pratique et créé comme exercice à travers et masterisé tout ce qu'il a pu, les courants de pensée et les courants de pratiques mettre ensemble. Voilà pourquoi on peut intervenir dans autant d'environnements. Pour aujourd'hui, comme on recommence une nouvelle semaine, certains reprennent les cours, certains parents se remettent peut-être plus au travail, maintenant que les vacances sont finies, peut-être que vous avez fait un peu un break aussi. Je vous propose en ce début de semaine de se remettre peut-être un peu plus en concentration, de se remobiliser un petit peu. Donc pour ça, on va faire une contraction et un relâchement global de tout le corps 3 fois de suite. Vous pouvez le faire assis ou debout, comme vous voulez. Et après, on fera un exercice de concentration que l'on appelle l'objet de concentration. Et pour cela, vous devrez juste être assis et fermer les yeux et écouter le son de ma voix et vous laisser porter. Voilà pour ce début de semaine. Donc, je vous propose, moi je vais me mettre debout en tout cas pour la pratique des IRTR, je préfère pour ce début de semaine et de séance. Donc, je vais pousser un petit peu ma chaise. Voilà, je vais vous proposer de vous mettre debout, sinon vous restez assis. Si vous êtes debout, donc les pieds écartés de la largeur du bassin, assis c'est pareil. On va relâcher les épaules comme d'habitude, les bras le long du corps. Et je vais vous inviter à relâcher le cou, fermer les yeux. Et on va prendre quelques secondes juste pour pouvoir relâcher tout le corps avant de pratiquer. Donc on va inspirer profondément en gonflant le ventre et la poitrine. Et on souffle doucement pour les laisser redescendre. On recommence une deuxième fois. Et on souffle. Voilà, je prends le temps de ressentir peut-être le calme. D'accueillir aussi que cette séance va être pour moi, avec bienveillance, peu importe ce que je peux penser, les idées qui vont me passer dans la tête. J'accueille ce que je vais ressentir, comme là par exemple ma voix qui se trouble un petit peu. J'essaye de percevoir les battements de mon cœur, à quelle vitesse est-ce que tout ça se met en place, se relâche, se détend peut-être, se calme. Vous pouvez recommencer une dernière fois à inspirer profondément et souffler doucement. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Pour la pratique de l'IRTR, on fait donc une inspiration
Et on va contracter l'ensemble du corps. Donc les poings, les bras, les yeux, le front, tout, jusqu'au bout des pieds. Et on relâche vraiment d'un seul coup. L'idée, c'est vraiment de se tendre, contracter tous les muscles et relâcher. L'idée, c'est bien évidemment que on va faire circuler plus intensément le sang, tous les liquides que l'on a dans le corps, de façon à détendre chaque partie du corps. Quand vous êtes prêt, on va le faire 3 fois comme d'habitude. On va inspirer. On ferme les poings, on contracte tout le corps jusqu'au bout des orteils et on relâche. Voilà. Accueillez peut-être les sensations de relâchement. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Peut-être commencer par la tête, le front, les yeux. On prend conscience de la détente que l'on peut ressentir quand on relâche. Et on recommence une deuxième fois. On inspire, on contracte légèrement l'ensemble du corps jusqu'au bout des orteils et on relâche. On reprend une respiration naturelle. On prend bien le temps de relâcher chaque partie du corps. Et je vous invite à accueillir les sensations dans vos mains, dans vos bras, dans votre thorax, dans votre dos. Observez peut-être où se situent des points de tension, des sensations de relâchement plus intenses. Faites un petit check de ce qui se passe pour vous. On va recommencer une dernière fois. On inspire. J'accueille l'ensemble de mes ressentis. Je sens que les contractions étaient peut-être un petit peu différentes, moins de tension au niveau des sourcils. Elle était plus douce. Et je sens une détente et un relâchement plus intense. Je prends conscience de cette capacité que j'ai à relâcher les points de tension dans mon corps à travers cet exercice. Et du coup, peut-être que les prochaines fois où je travaille un long moment assis, où je ressens des tensions, des fourmillements, je prendrai peut-être le temps de faire cet exercice. Voilà, l'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, mais restez quand même le dos droit. Donc pas en position où vous pourriez éventuellement vous endormir. L'exercice ne sera pas assez long de toute façon, c'est pas comme quand on fait une visualisation. Mais voilà, restez quand même en position, par exemple bien les mains sur les cuisses. Restez le dos droit, vous pouvez être appuyé sur un dossier, même si vous vous mettez dans votre canapé ou dans un fauteuil, mais juste rester en position quand même assez dynamique, on va dire, d'accord ? Pas complètement détendu comme quand on fait une visualisation. Installez-vous confortablement tout de même, les pieds bien au sol, pas les jambes croisées, pas les pieds croisés, juste les pieds bien au sol, c'est juste pour que la posture soit bien droite. Les mains sur les cuisses, les épaules relâchées, la tête dans le prolongement, et je vais vous inviter à fermer les yeux. On va donc faire l'objet de concentration pour pouvoir réactiver la concentration, la mettre en action de façon à ce qu'on puisse démarrer cette semaine de remise au travail, en action. Ça peut être utile dans plein de cas. Donc asseyez-vous bien, le dos droit, les épaules relâchées. Alignez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale et fermez les yeux. Concentrez-vous sur les points d'appui de votre corps. Ressentez peut-être l'arrière de votre tête si elle est posée, vos épaules,
votre dos, vos muscles fessiers, vos pieds en contact avec le sol. Percevez votre respiration calme et détendue. Sentez votre corps se relâcher à chaque inspiration et expiration. À présent, laissez venir à vous l'image d'un objet. Le premier qui vous vient. Pas de jugement par rapport à cet objet. Accueillez juste sans jugement ce qui se présente à vous. Portez attention à cet objet. Imaginez sa forme, ses contours. Observez son volume, sa densité. Distinguez ses couleurs, sa luminosité. Percevez sa texture, sa matière. Accueillez vos sensations. Observez cet objet sous tous ses angles. Focalisez toute votre attention. Découvrez des détails particuliers. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer. Reprenez maintenant contact avec les points d'appui de votre corps, éventuellement l'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, vos muscles fessiers, vos pieds en contact avec le sol. Inspirez profondément, soufflez fortement. L'exercice à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, cet exercice vous permet juste de vous rendre compte à quel point, juste en pensant à un objet, vous êtes capable de focaliser votre attention, de vous concentrer, d'activer votre concentration sur quelque chose qui est là, juste en perception. De prendre le temps d'observer, de regarder, de ressentir, de rechercher la couleur, la texture, permet d'activer tous vos sens et de remettre en activité toutes les parties de votre cerveau, puisque chaque partie des 5 sens va avoir une localisation différente dans notre cerveau. Le fait de faire ça permet de détendre et de recentrer la concentration, le calme et d'être à nouveau disponible. C'est un exercice que vous pouvez faire quand vraiment vous voyez que au bout d'un moment dans votre journée, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous reconcentrer avant de vous remettre au travail. Même pour prendre un temps en fait de poser les choses et d'être capable peut-être de passer entre le travail et un moment de vie, de famille ou avec votre conjoint, ou même un moment pour vous. Ça vous permet de passer entre deux temps aussi. C'est un exercice qui est assez intéressant. Vous voyez, il n'est pas très long, pas très compliqué. Il faut juste bien se concentrer. L'idée, c'est de vraiment, quand je vous dis, porter attention à ce que vous ressentez ou aux sensations que cela vous apporte. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que je retrouve un objet auquel je n'avais plus pensé depuis longtemps?
Est-ce qu'il me fait ressentir de l'énergie? En fait, c'est juste ça. Pratiquer un exercice de sophrologie va vous permettre de vous remettre un petit peu plus au contact de qu'est-ce que ça évoque, pourquoi ça vient maintenant, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'en tire de positif et qu'est-ce que je veux en garder ou comment je vais le mettre en pratique dans ma vie de tous les jours ou à un moment X ou Y quand quelque chose arrivera et que je veux retrouver cette sensation-là. Voilà, j'espère que cette séance et ces petites pratiques vous auront plu pour ce matin. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve maintenant mercredi pour parler du sommeil. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir suivi.